Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce journal. Ce 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, nous parlerons du déploiement des courtes pointes sous l'impulsion de Fightheads Monaco, mais aussi de la pièce de théâtre The Normal Heart qui se joue ce soir au théâtre Princesse Grace. Virginie de Closade, la metteur en scène, nous dévoilera les contours de cette représentation. La 13e édition du Forum international Peace and Sport a pris fin après une belle journée d'échanges et une belle également cérémonie des Peace and Sport Awards. Les toutes dernières informations sur cet événement dans ce journal. On vous parlera également de basket dans cette édition avec ce nouvel exploit des filles du MBA en 8e de finale de la Coupe de France. Et puis on prendra la direction de Dubaï pour retrouver Émilie Rousseau qui suit actuellement les matchs de rugby sevens. Le tournoi vient de débuter et les Impis ont remporté leurs 2 premières rencontres. Et pour finir, on ira prendre une bouffée d'air aux côtés de Florent Père. L'humoriste se produira pour la toute première fois en solo à Monaco avec son spectacle Nature. Chaque année, le 1er décembre est marqué par la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, l'association Fightheads Monaco qui lutte contre le VIH se regroupe afin de sensibiliser le grand public aux conséquences de la maladie. Anaïs Rius s'est rendue au musée océanographique où se tenait un déploiement de courtes pointes en hommage aux victimes en présence de la princesse Stéphanie et du prince Albert II. Regardez. Poussons pour l'égalité était le mot d'ordre de l'association Fightheads Monaco pour cette 11e édition du déploiement de courtes pointes en hommage aux personnes décédées des conséquences du sida. Cette année, il aura fallu 170 heures de travail pour les membres de l'association afin de présenter cette œuvre d'art en ce 1er décembre, date clé de lutte contre le VIH. À l'époque, les personnes vivant avec le VIH, mortes du VIH, n'avaient pas droit à un enterrement classique, entre guillemets. Donc là, chaque personne peint une toile en hommage à une personne décédée du VIH et on les assemble par 8 pour faire une courte pointe. Et partout dans le monde, c'est parti des États-Unis, on déploie le 1er décembre ces courtes pointes en hommage à toutes ces personnes disparues. Un moment de mémoire et de souvenirs forts pour une cause quelque peu oubliée depuis la pandémie du Covid-19, mais qui malgré tout continue de se propager et de causer de lourds dégâts. Cette année, malheureusement, on a eu 3 décès au sein de l'association. Donc c'est vrai que c'est des gens qu'on accompagne depuis, certains depuis presque 20 ans. Et qui partent de cette maladie, ça fait toujours une souffrance. Donc c'est une manière de leur rendre hommage et de dire qu'on se souvient d'eux. Et justement, les courtes pointes cette année sont pleines de couleurs. C'est montrer que la vie continue et qu'ils sont bien en vie et qu'ils vont continuer à se battre pour la vie. On sait que ces personnes sont parfois mortes dans des conditions loin d'être idéal, enfin de mauvaises conditions, c'est-à-dire dans le rejet, dans le secret, qui n'ont pas pu parler à leur famille, ou les familles les avaient rejetés, ou l'entourage, qui ont souvent été déniés par la société. Donc nous sommes vraiment dans quelque chose de rendre l'égalité à ces personnes qui parfois ne l'ont pas eu. En parallèle de ces actions, Fightheads Monaco, en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque, organise une vente de cartes de vœux au profit des personnes isolées et défavorisées, accompagnées par les 2 associations. Et toujours à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous recevrons dans quelques instants Virginie de Closade pour nous parler de la pièce The Normal Heart qui se produit ce soir au théâtre Princesse Grace. Joël Bouzou, président et fondateur de Peace and Sport, était notre invité ce mercredi et il nous a expliqué notamment combien le sport peut être un vecteur de paix. Vous avez ensuite pu suivre en direct sur Monaco Info la cérémonie des Peace and Sport Awards 2022. Sandrine, bonsoir. Alors vous étiez chargée de commenter cette soirée. Quels sont les grands temps forts qu'il faut retenir ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Oui, et cette image pour commencer, le prince Albert II et George Weah, 2 chefs d'État sur scène. Le président de la République du Liberia a reçu le Peace and Sport Special Award pour son engagement et ses actions notamment en faveur des anciens combattants. Le souverain et George Weah, 2 passionnés de sport. Je vous rappelle que le prince Albert II est président du comité olympique monégasque, membre du CIO. Il a pris part à plusieurs Jeux olympiques en bobsleigh. George Weah, lui, a porté les couleurs de la SMFC pendant plusieurs années avant de rejoindre le PSG et l'AC Milan. Sacré Ballon d'Or 1995, il est le premier footballeur à devenir chef d'État.
Le prince Albert II et Georges Weah, deux hommes conscients des valeurs véhiculées par le sport et conscients, bien sûr, de la manière dont elles peuvent être au service de la paix. Je vous propose d'écouter Georges Weah. Your Highness, Prince Albert, I want to tell you that whenever I'm in Monaco, I'm home. And you know personally, Your Highness will know what I mean when I say that. Voilà donc pour Georges Weah qui n'a pas manqué de rappeler son attachement à la principauté. Autre temps fort, le prix spécial du jury, avec sur scène, aux côtés de Joël Bouzou, un autre grand nom du football, Rai, champion du monde 1994 et illustre joueur du PSG. Ils ont remis le prix à l'Union cycliste internationale, qui a littéralement exfiltré d'Afghanistan et donc sauvé une vingtaine de femmes cyclistes professionnelles après le retour au pouvoir des talibans. Car avec eux, pour les femmes, tout est haram, c'est-à-dire illicite. Parler aux hommes, se maquiller et pratiquer une discipline sportive. Deux d'entre elles étaient à la cérémonie. Témoignage poignant et émouvant. Je suis trop heureuse que les huissiers et surtout M. David Lepartian reçoivent ce prix parce que je crois qu'il a fait beaucoup pour nous. Il a fait beaucoup pour les cyclistes afghans. Je suis très heureux. Un message qui a aussi été adressé en langue afghane à l'attention de leurs familles, leurs proches et des femmes restées sur place. Au cours de cette soirée, le prix champion pour la paix de l'année a aussi été décerné. C'est une femme qui succède à Lionel Messi, qui l'avait reçu l'an dernier. Il s'agit de la joueuse de tennis Ons Jabeur, numéro 2 mondial. Cérémonie et ensemble des prix décernés à retrouver très prochainement sur YouTube. Je voulais vous montrer pour finir cette image liée à la jeunesse, puisque Peace and Sport soutient les jeunes athlètes leaders du changement en créant le club des champions de la paix junior avec notamment le nageur monégasque Théo Druhen. Autre temps fort, des athlètes sont devenus aussi de nouveaux champions de la paix, comme le gymnaste monégasque Kevin Crovetto. Merci beaucoup à vous Sandrine pour toutes ces informations. Et juste avant cette cérémonie de remise des prix, la journée a été marquée par la 13e édition du Forum international Peace and Sport avec des invités prestigieux comme Pascal Boniface, le directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Je vous propose de l'écouter. Il revient notamment sur les bienfaits du sport en Colombie et il est au micro de Vanessa Dessy. Dans un pays qui a été déchiré par les conflits, par aussi le trafic de drogue, par des violences à la fois internes et militaires, le sport est un outil non seulement de réconciliation, mais également de reconstruction. C'est une façon d'apaiser les douleurs anciennes et de rétablir des contacts entre des gens qui ne l'étaient plus. Donc c'est un moyen, je dirais, à la fois facile, quotidien et adapté à chacun de pouvoir se reparler et de faire des choses ensemble. Et si on est l'un contre l'autre, on est aussi ensemble quand on fait du sport. Donc l'opposition dans le sport est aussi une coopération. On a besoin de l'autre et donc on apprend à vivre avec l'autre, y compris lorsque l'on est dans une compétition. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté ce jeudi une résolution sur le sport comme facteur de développement durable, négociée par Monaco et le Qatar. Les explications sur le vote de cette résolution et l'implication de la principauté avec Florian Botto, premier secrétaire à la mission de Monaco à l'ONU, qui a mené les négociations. C'est une résolution qui réaffirme le pouvoir du sport et la contribution que le sport amène pour le développement durable dans de multiples domaines, l'éducation physique bien entendu, la santé physique et mentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, et l'autonomisation des filles et des personnes avec un handicap par exemple. C'est aussi des questions d'inclusion sociale, des questions d'intégration de tous dans la société. Cette résolution touche aussi à d'autres sujets d'actualité. Nous pouvons penser à l'impact des changements climatiques, la lutte contre la corruption et la lutte contre le trafic d'êtres humains et d'enfants dans le sport et contre toutes les formes de violence dans le sport. C'est quelque chose de très important que notre délégation a réussi à faire dans la résolution cette année. C'est un travail de facilitateur. Nous avons préparé le projet de résolution, puis nous avons convié les consultations intergouvernementales avec tous les États membres qui voulaient participer pour recueillir les propositions et les ajouts ou changements à apporter au texte. C'est une priorité et un engagement fort de la mission
et de l'ambassadrice Isabelle Picot, qui est coprésidente du groupe des Amis du sport pour le développement durable à l'ONU. La prochaine sera dans 2 ans car c'est une résolution biennale, mais entre-temps, la mission continue son travail avec le secrétariat de l'ONU et avec d'autres États membres pour continuer à porter ces messages de développement et de paix par le sport et à promouvoir la contribution du sport pour l'agenda onusien. Merci Alexandra Pani qui a recueilli ses propos en direct de New York. Ce mardi après-midi, vous n'avez pas dû échapper à la panne générale des services de Monaco Télécom. Téléphonie fixe, mobile et Internet ont été impactés dans toute la principauté. Alors, en cause, une panne d'un groupe électrogène qui était censé prendre le relais à l'occasion d'une maintenance sur l'un des principaux data centers du pays. Aujourd'hui, dans le cadre des journées portes ouvertes de Monaco Télécom, son président Étienne Franzy et son directeur général Martin Perronnet ont reçu le ministre d'État Pierre Dartout, accompagné entre autres de Céline Caron-Dagioni, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Le but était d'échanger sur les différents problèmes rencontrés ce mardi 29 novembre et ainsi tirer les enseignements de cet incident. L'occasion également d'évoquer le passage du cuivre à la fibre en principauté ou en d'autres termes, le passage du vieux téléphone de nos parents au téléphone de la nouvelle génération. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, il s'agit de la soirée organisée au profit de l'association Fight-Aids Monaco dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. La pièce Normal Heart est jouée ce soir au théâtre Princesse Grace. Et pour nous en dire plus, nous recevons sur ce plateau Virginie de Closade, la metteur en scène de ce spectacle. Bonsoir à vous Virginie. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, la pièce The Normal Heart nous emmène au cœur de l'épidémie de sida qui a décimé la communauté homosexuelle à New York en 1981. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, je vais même être ravie de vous en dire plus. C'est un texte qui est joué en fait à Broadway depuis 1985. C'est un texte qui a été adapté en film pour HBO avec Mark Ruffalo, Julia Roberts. C'est un très 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 grand texte et c'est la première fois, il n'avait jamais été monté en France, jamais traduit et vraiment je pense que ça manquait au répertoire parce que c'est un théâtre qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors quand on parle du sujet comme ça, évidemment, on est en 1981 à New York. Un virus arrive, il n'a pas encore de nom, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On est avant l'histoire qu'on connaît habituellement du sida, on est au tout début de l'épidémie, quand la maladie n'a pas de nom, quand c'est une sorte de peste comme ça qui s'abat sur une communauté et la nécessité que cette communauté va avoir d'agir, de se faire entendre, de réveiller les consciences. Et c'est en ça où le texte là est fondamental et évidemment il raconte très précisément une période de l'histoire, mais néanmoins il parle de l'humanité dans son ensemble, surtout dans la période actuelle parce que c'est fondamentalement un texte qui hurle la nécessité de s'emparer de sa vie. C'est un texte qui hurle la nécessité pour les êtres humains de redevenir des animaux politiques au sens noble du terme. Nous sommes des animaux politiques. Avoir 20 ans à Monaco ou 20 ans à Téhéran, la seule différence, c'est pas les rêves des gamins, c'est la politique. Et ce texte, vous sortez de là, vous êtes habité. Vraiment, il vient nourrir l'âme, ce qui est assez rare. Donc je suis très fière de le présenter ce soir à Monaco. J'ai été longue là. Il faut le dire, à cette époque règne un petit peu une indifférence totale sur les victimes du VIH et c'est l'écrivain Larry Kramer qui a écrit ce texte, vous l'avez dit, comme finalement un cri du cœur militant. Larry Kramer, c'est un homme exceptionnel dont on connaît trop peu le nom. Heureusement, c'est en train de changer. Larry Kramer, il a changé le monde. Voilà, il a écrit ce texte. Ça a été joué à Broadway dès 1985 et quand on voit l'acuité du texte, tout ce qu'il pressent, qu'il annonce, c'est extraordinaire. Et après ça, il invente ACT UP, c'est-à-dire qu'il réinvente le militantisme. Et aujourd'hui, quand on voit, quand il y a des débats de savoir est-ce que c'est bien de balancer de la soupe sur un tableau de monnaie, ce sont des méthodes d'activistes qui viennent de Larry Kramer, d'ACT UP. Je vous rappelle que dans les années 90, c'était du faux sang qu'on balançait sur les ministères pour se faire entendre. Parce que oui, cette maladie a été laissée à l'abandon, cette maladie continue d'être laissée à l'abandon. Ce qui se passe après le Covid, dans le sida, c'est dramatique. Voilà. Justement, c'est un fait. Vous avez décidé d'adapter donc ce manifeste roman de Larry Kramer après la pandémie de Covid-19 et dans votre adaptation, il est question évidemment de sexe, de peur, d'injustice, mais surtout, il faut le dire finalement, d'amour. Il n'est question que d'amour. Comment on se bat pour rester vivant ?
C'est ça la grande question. Ces gens sont sur ce plateau, ils vont être là, ils se rencontrent, ils s'aiment, ils ont 25, 30, 35 ans, ils ont plein de rêves, ils aiment la vie, il ne faut pas que ça s'arrête. Comment on fait pour vivre encore plus, pour se battre, pour aider ses copains, ses congénères à justement rester vivants? C'est une pièce qui ne parle que d'amour et que de vie. Au contraire, et pardon, mais c'est de la philosophie. Je sais que Monaco est une ville qui aime la philosophie. La vie ne vaut qu'à l'aube de la mort. Il faut le savoir, il faut se le répéter tous les matins. C'est comme ça qu'on fait les beaux choix, parce qu'un jour, on va mourir. On peut le dire, il y a maintenant un petit peu d'espoir quant à, pas une potentielle guérison, mais quant à une non-contamination des personnes qui sont déjà infectées par le VIH pour contaminer les autres personnes. On a tous les moyens pour éradiquer le virus du sida. C'était le projet qu'en 2030, il n'y a plus de virus du sida. On a les moyens d'éradiquer. Maintenant, il faut que les gens aient la volonté de le faire. En fait, ça, c'est des conversations un peu creuses, un peu vaines. On a vu ce que le monde est capable de faire quand il s'unit. On a vu comment le monde peut se mettre en marche contre un virus. On a vu comment le monde est capable de gérer une crise folle. Voilà, on est 40 ans après le début de l'épidémie, c'est tout. Et la crise n'est pas gérée. Et en Chine, en Afrique, en Inde, c'est terrible ce qui se passe. Dernière question autour de Monaco, qui, on peut le dire, est une place forte depuis de nombreuses années, aux côtés des personnes atteintes du VIH pour participer à la lutte. Monaco a été très présent et dès le départ dans la lutte contre ce virus, contre ce fléau. Et je remercie d'ailleurs le théâtre, la princesse Stéphanie, Fight AIDS, qui nous invite à porter ce texte, parce que Larry Kramer a écrit ça d'extraordinaire. C'est le seul témoignage, en fait, cette pièce est le seul témoignage que nous ayons au présent. C'est-à-dire que ce texte a été écrit en 1983. Donc c'est pas exactement, il n'est pas porteur de la même noirceur que toutes les histoires qu'on a connues dans les années 90. Au contraire, on est en 1980, quand tout est possible, tout est là, et qu'on se dit on va y arriver. Et il y a cette énergie folle de la colère, mais la colère est un sentiment extrêmement fertile quand elle est bien utilisée, bien déployée. Et en ça, Monaco a fait preuve d'énormément de colère avec, régularité. Et il faut encore, même si ça fait 40 ans et que j'adorerais dire que c'est un sujet dépassé, il faut continuer d'être en colère, il faut continuer de s'indigner. C'est une honte que le sida existe encore aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Virginie de Closade, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Je rappelle que The Normal Heart a lieu ce soir au Théâtre Princesse Grace. Merci beaucoup. Tout autre chose à présent, en basket, nouvel exploit pour les filles du MBA en 8e de finale de la Coupe de France. C'était hier soir dans leur salle de l'Annonciade. Les joueuses de Régis Racine ont sorti un match immense pour éliminer les Flammes Carolo Basket Ardennes, un club de première division qui joue également l'Eurocoupe cette saison. Score final 77-72. Le résumé de ce match fou est signé Frédéric Elion. Mais où vont-elles s'arrêter? Les filles du Monaco Basket Association ne cessent de surprendre et continuent leur parcours exceptionnel en Coupe de France. Après avoir éliminé Toulouse au tour précédent, les joueuses de Régis Racine ont fait tomber en 8e de finale les Flammes Carolo Basket Ardennes hier soir à l'Annonciade. Une équipe de LFB, leader de sa poule en Eurocoupe. Ce MBA a du talent, mais surtout un cœur énorme qui lui permet de renverser les matchs. En première mi-temps, les Flammes font respecter la hiérarchie, une grosse domination au rebond offensif, une belle adresse longue distance, avec notamment un 3 sur 3 à 3 points en 2 minutes 30 pour Adonis. Monaco est à moins 18, mais limite la casse à la mi-temps, grâce à l'activité de Mosengo Massa qui finira la rencontre en double-double avec 15 points et 11 rebonds, 45-31 pour les Flammes à la pause. Le Monaco Basket Association revient des vestiaires avec plus d'agressivité, à l'image de cette interception de Dreano Trécan, un 7-0 pour débuter le troisième quart-temps. Les stops défensifs commencent à s'enchaîner, Monaco retrouve de l'adresse et grappille son retard pour recoller à moins 2 à 4 minutes de la fin sur ce drive difficile de Touré. Pour la première fois du match, le MBA prend les commandes à 1 minute 20 du buzzer avec ce lay-up de Durant, puis va parfaitement négocier les dernières possessions du Money Time pour signer un nouveau succès historique, 77-72. Encore un match de cœur. En sachant que nous étions dans le troisième quart-temps, je leur avais dit, fin de troisième quart-temps, moins 13, il ne faut pas lâcher. On l'a déjà eu fait, et le tout, c'était de pouvoir y croire. Elles l'ont cru,
On est remonté aussi petit à petit. Les filles ont bien relayé défensivement. On a eu des opportunités aussi en attaque. On s'est aussi un petit peu libéré par rapport à cette première période. Et après, le reste, écoutez, après, c'est la magie de notre sport. À la mi-temps, je pense qu'on s'est mis un coup de jus. On a communiqué entre nous, on a dit ce qui allait pas. Et je pense qu'au retour du vestiaire, on était plutôt motivés. Ce qui a fait qu'on a basculé au niveau du match, quoi. Donc, voilà. Quart de finale maintenant, vous allez vous arrêter où en fait? Je sais pas, on va aller le plus loin possible, en tout cas ça c'est sûr. Le MBA attend tranquillement son adversaire pour les quarts de finale. D'ici là, retour au championnat ce week-end avec un déplacement à Aulnoy samedi. Autre succès, celui des Impis sur les terrains du Dubai Rugby Sevens. Cette équipe de rugby à 7 soutenue par la Fondation Princesse Charlène est composée, je vous le rappelle, à la fois de jeunes joueurs monégasques et d'internationaux. Alors Émilie Rousseau, vous êtes sur place pour Monaco Info avec Sylvain Péroumal. On peut dire que les Impis ont commencé leur compétition de la plus belle des manières. Oui, on peut dire que ça a très bien commencé pour les Monégasques puisqu'ils ont remporté leurs 2 premières rencontres face tout d'abord à une équipe du Kazakhstan, puis à une formation américaine. On écoute tout de suite le coach des Impis, Nicolas Bonnet, également directeur technique national de la Fédération monégasque de rugby. On va dire que c'est satisfaisant sur les résultats parce qu'on gagne avec une marge. Après, sur le contenu, il y a beaucoup de choses à améliorer. Alors, évidemment, l'équipe se construit. C'est difficile en 3 jours de rivaliser avec des équipes qui jouent toute l'année ensemble. Mais on va dire qu'il y a de très bonnes chances à l'utilisation, il y a des joueurs exceptionnels. Après, un gros bémol sur la défense, même si on prend qu'un essai en 2 matchs, si on veut vraiment aller au bout, il va falloir améliorer ce secteur-là. Ces 2 victoires les classent donc premiers de leur groupe et les Impis affronteront demain une équipe néo-zélandaise, Speranza. C'est une grosse structure, ils amènent 2 équipes à chaque fois, plus des filles. C'est peut-être la référence mondiale en termes d'organisation à 7. Ça joue à 7. Il va falloir qu'on soit patient et beaucoup plus agressif en défense. Et nous vous tiendrons bien évidemment informés du résultat de ce match demain, puisque les phases finales auront lieu ensuite samedi, ici même, à Dubaï, en plein désert. Merci à vous Émilie, on vous retrouve évidemment très vite pour un nouveau point sur l'évolution de notre équipe monégasque dans cette compétition. C'est la toute première fois qu'il se produira en solo à Monaco. Ce samedi 3 décembre à l'espace Léo Ferré, l'humoriste Florent Père jouera face aux spectateurs de la Principauté son tout dernier spectacle dans lequel il dévoile notamment tous ses talents d'imitateur. Bonsoir à vous Florent Père. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent. Allez bien ? Oui, très bien. On est ravis surtout de vous avoir sur Monaco Info pour que vous nous parliez de votre spectacle intitulé Nature. Alors, vous êtes dans un cadre magnifique pour ça et on va justement parler de ce show dans lequel vous interprétez, je crois, différents personnages mais aussi animaux. Dites-nous en plus. Eh bien, oui, c'est mon spectacle. En fait, c'est un spectacle dans lequel j'interprète tous les membres d'une troupe de comédie musicale, mais seul. Je fais tous les personnages tout seul, c'est un peu comme si je jouais une pièce tout seul. Et donc, c'est une troupe de comédie musicale qui doit jouer un spectacle pour la première fois. Donc, c'est le soir de la première. Et donc, j'interprète aussi bien la productrice, le régisseur, le stagiaire qui sont en coulisses en train d'essayer d'œuvrer pour que ça se passe bien, que les danseurs, les danseuses, les comédiens, les chanteuses qui sont sur scène. Donc, le thème principal du spectacle, c'est cette vie de troupe et l'effervescence qu'il y a dans un théâtre un soir de première. Donc, il y a des vraies chansons dont les musiques sont composées par Pascal Obispo. Vous avez coécrit ce spectacle avec Philippe Caverivière et Mathieu Burnel. Quelles ont été vos inspirations et quel message vous vouliez faire passer ? Est-ce que ça sent le vécu, justement, le fait d'interpréter une troupe le soir d'une première ? La volonté première, c'était de m'offrir un terrain de jeu où je serais heureux chaque soir, où je monterais sur scène. Et donc, on a mis plein de personnages à jouer, de la chanson et un message. Donc, la motivation première, c'était celle-là. Après, évidemment, c'est la volonté de divertir. Moi, je suis un divertisseur. Moi, j'aime que les gens viennent au spectacle et que pendant 1h30, ils soient un peu ailleurs, que je les emmène en voyage, si on peut dire. Pour répondre à votre question, effectivement, il y a aussi la vie de troupe qui m'a inspiré parce que en 2013, j'ai joué une comédie musicale à Bobino qui s'appelle Spamalot,
où j'ai pu voir, découvrir la vie de troupe que je connaissais mal, en tout cas de troupe de comédie musicale, où d'un coup on est 40 sur scène, 40 en coulisses, où il y a une effervescence, voilà. Et puis quand j'étais en tournée aussi avec Le Prénom, et puis aussi, il y a une vie de troupe aussi quand on tourne en one man, parce qu'on a quand même un administrateur tournée, 2 régisseurs, bon, on est 4, c'est pas 40, mais il y a aussi une vie de groupe évidemment. Vous disiez il y a quelques instants que vous étiez un divertisseur, vous faites de l'humour, du comique. Est-ce que dans un monde aujourd'hui où pas grand-chose n'est rigolo finalement, c'est pas très compliqué de réussir à faire rire les gens? Quel est votre secret? Est-ce que c'est resté tout de même naturel, même en interprétant? Voilà, quelle est la petite chose en plus peut-être qu'il faut avoir? Je vais citer Chaplin qui disait si on a pas ri dans une journée, la journée est perdue. Et il avait évidemment raison, comme à peu près sur tout. Les sujets que j'aborde dans le spectacle sont pas très, à part l'écologie qui peut être évidemment, ça peut être déprimant à un moment, bien sûr. Donc de temps en temps, dans le spectacle, j'envoie quelques pics comme ça pour dire voilà où on en est quand même. Mais je donne aussi des solutions et surtout, moi je peux faire rire avec. Moi, le rire que j'aime le plus, c'est le rire universel. J'ai une comédienne qui est dépressive et qui a un costume de poulpe. Donc, elle a plein de tentacules et les ventouses se collent au sol, donc elle n'arrive pas à avancer. Donc, elle est là. C'est compliqué de marcher avec ce costume. Ben, et j'entends tout le monde rire, alors que, en fait, c'est juste une situation et les gens, d'imaginer que les gens voient cette nana avec son costume de poulpe, ça me fait beaucoup rire. Et donc, du rire simple comme ça, naturel, moi, ça m'amuse énormément. Mais quand je peux faire rire avec des sujets un peu plus graves et sensibiliser au passage, je le fais évidemment. C'est pas mon cœur de métier. D'autres le font mieux que moi. Une dernière question sur le public monégasque. Vous allez donc vous produire à l'espace Léo Ferré ce samedi à partir de 20h30. Est-ce que le public monégasque est selon vous un public un petit peu particulier où vous abordez vos spectacles, peu importe l'endroit, de la même manière? Non, il faut les faire rire encore plus parce qu'ils ont dû payer leur place 200 €. Donc, c'est fatalement... Avant, ils ont mangé une tomate mozza à 300 €. Donc, il faut les faire rire. Encore plus. C'est nécessaire. Merci mille fois à vous, Florent Père, d'avoir été avec nous dans ce journal. Je rappelle que vous serez sur la scène de l'espace Léo Ferré ce samedi 3 décembre à 20h30. Merci. Avant de faire un point sur vos prévisions météo, j'aimerais vous lancer un appel à la vigilance. En effet, à l'approche des fêtes de fin d'année propices aux rassemblements familiaux, l'application stricte des gestes barrières est nécessaire pour lutter efficacement contre les virus hivernaux, que cela soit par exemple le Covid-19 ou bien la grippe. Dans ce contexte, le gouvernement princier recommande fortement de porter un masque en cas de suspicion d'une contamination, ainsi que dans les transports en commun et les lieux commerciaux et touristiques à haute fréquentation. En complément de ces mesures de protection, la vaccination à jour de rappel demeure l'un des moyens les plus efficaces de protection contre les formes graves de ces différents virus. Et puis, autre conseil de rigueur, couvrez-vous bien pour éviter de tomber malade et d'attraper froid. Justement, faisons un point sur la météo de ce vendredi 2 décembre et surtout donc sur les températures avec Frédéric Elion. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia, des températures fraîches sont attendues demain avec 5 degrés le matin et 12 l'après-midi, avec une température ressentie de 9 à cause du vent qui va se lever en deuxième partie de journée. Le soleil sera bien présent dans le ciel malgré l'arrivée de quelques nuages dans l'après-midi. Vendredi 2 décembre, vous pourrez souhaiter une bonne fête à toutes les Vivianes. Nous refermons cette édition avec des photos signées, cette fois-ci Stéphane Dana. Il s'est lui aussi rendu au musée océanographique où se tenait un déploiement de courte pointe en hommage aux victimes du sida en présence de la princesse Stéphanie et du prince Albert II. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. Très belle soirée à vous sur Monaco Info.